Et bonjour à tous et bienvenue sur la septième illusion. Je suis Albator et je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Joe. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah ça va super et donc aujourd'hui nous allons parler d'un film qui sort en ce 5 février, Présence de Steven Soderbergh qui est notamment connu pour la trilogie des Ocean's Eleven. Alors avant de parler plus longuement du film, j'aimerais quand même rappeler entre guillemets son intrigue qui raconte qui met en scène une famille qui emménage dans une maison de banlieue et qui devient convaincue qu'elle n'est pas seule. Et donc c'est un film qui est assez intéressant puisque, comme nous pouvons le voir dans le trailer et même plus largement dans le film, la caméra va incarner le point de vue du fantôme. Donc moi personnellement ça m'a intéressé, mais je vais d'abord commencer par te demander à toi Joe ce que tu as ressenti vis-à-vis de ce présence. Présence, c'est avant tout un vertige pour moi. Je savais absolument pas de quoi allait parler le film, juste que c'était Soderbergh et que j'étais suivi pour la projection presse, donc pourquoi pas le voir. J'avais juste vu Ocean's Eleven de lui, que j'adore, et la caméra commence directement par s'envoler, on comprend assez vite que on va incarner un fantôme, mais dans des plans dont le naturalisme est quasiment beau. On parlait de réalisme poétique avec les films de René Clair. Oui, c'est pas évidemment ça dans Présence, mais on est plus proche d'une poésie du réel, comme on avait pu voir dans Sans jamais nous connaître de Andrew Way, où, grosso modo, le plan de Sans jamais nous connaître fait un peu écho avec l'intro de Présence, sans vouloir vous spoiler. Puis, ça va dépeindre un quotidien, mais un quotidien toujours vu de haut, avec cette famille qui va déménager. Toutes ces relations de personnes qui vont se créer, se délier, arriver, et le film va pas nous prendre pour un con. Dès l'intro, on a le personnage principal qui va dire à sa mère, il y a un fantôme. Il est là. Et un peu comme dans Sinister, comment on va faire avec cette présence qui est dans l'appartement? Elle va être crue par d'autres, elle va pas être crue par d'autres. Et c'est à partir de ce moment-là comment tu fais un portrait sur la famille. Plus qu'un juste un film de fantôme à la Conjuring, même si, encore une fois, oui, l'intro, le plan sur la maison et le jardin vu avec tant de distance, c'est évidemment le plan d'intro de Conjuring 3. Mais comment à partir de ce moment-là, tu vas juste dépeindre l'histoire d'une famille et plus largement l'histoire de la classe moyenne américaine. Eh bien moi, c'est toi qui m'en as parlé pour la première fois, justement à la sortie de ta projection presse, où tu m'as semblé absolument conquis par ce présence. Et tu m'as dit, je me souviens, c'est un non-film où nous voyons un film de possession, non pas de possession, pardon, de fantôme, mais où la caméra est le fantôme. Donc tu m'as directement... Et force est de constater que tu avais raison. J'ai beaucoup aimé Présence. Là où le Hir de Zemeckis, je trouvais, n'exploitait pas assez bien son approche technique pour montrer son thème familial qui, pour d'autres, semble fort, mais pour moi, m'a laissé assez de marbre. Ici, comme tu l'as si bien dit, on, on dresse un portrait assez incisif de la famille de cette classe moyenne américaine. Un portrait peut, qui passe à ce procédé, à cette caméra qui se balade dans cette maison comme un cinquième membre de cette famille. On apprend à connaître assez, assez véritablement, j'ai pas les mots pour ça, où on suit parfaitement les membres de sa famille, leurs relations entre elles, qui, malgré ce qu'on peut voir dans l'une des premières scènes, où justement c'est cette famille qui visite la maison avec l'esprit, comme tu l'as dit, qui apparaît à la jeune fille. Derrière cette vision assez parfaite de la famille, on voit directement que les relations sont compliquées. Et Présence, pour moi, c'est un film qui comprend euh, le film de fantôme, comme tu peux le citer avec Sinister, avec Conjuring aussi. Ça m'a fait beaucoup penser au premier Conjuring plutôt, Oui, avec très cet clairement. esprit, oui, avec cet esprit qui habite cette maison et qui
se concentre sur un certain membre de la famille. Moi, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui sont maîtrisés de bout en bout. On ne peut pas vraiment lui enlever quoi que ce soit. C'est une grande surprise. Voilà. Non, mais je vais te rejoindre. Et comme tu l'as dit, entre film et non-film, entre guillemets, parce que on va pas suivre une histoire avec présence. Comme on le dit, on suit une famille. Et c'est plus intéressant, évidemment, que le film de Zemeckis, qui se concentrait beaucoup trop sur un aspect temporel, et sur un aspect où le temps va détruire, va recréer, va détruire, va recréer. Évidemment, en parlant d'un passé pour faire des blagues dessus avec le futur, et en se mettant d'être raciste. Bon, au moins, Présence n'est pas raciste. Et il n'utilise pas d'intelligence artificielle, pas vraiment de FX, si ce n'est vraiment une technique impressionnante, et qui, contrairement aux Zemeckis, qui convoquait sa famille dans un plan unique et qu'il faisait évoluer à travers le temps, Présence a l'intelligence de nous dire qu'aujourd'hui, la famille, elle est éclatée. Et que, aujourd'hui, une famille, qu'est-ce que c'est? Une maison familiale, c'est quasiment une entreprise. Chacun est dans son bureau, dans sa chambre, chacun ne bouge pas. Il y a très peu d'interaction sociale maintenant. Et que surtout, quand il y en a, ça finit mal. C'est un film qui veut beaucoup invoquer de liberté, mais qui nous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes prisonniers de nous-mêmes. Ce fantôme-là n'est pas une menace, c'est un être aimé, un être cher qui va te protéger, mais qui va aussi expliquer que l'enfer, c'est les autres. Et que malheureusement, sans ce fantôme, les individus seraient ensemble, mais seraient détruits. Oui, bien sûr. Bah, justement, je trouve que cette façon de reprendre le, le principe du poltergeist, c'est-à-dire un esprit qui est accroché à un objet, donc ici une maison, et qui tourmente un peu les membres de ceux qui y habitent, est parfaitement utilisé pour montrer à quel point cette famille est divisée, comme tu l'as dit. C'est une entreprise où chacun reste dans son bureau et où les interactions sont euh, assez catastrophiques dans ce qui donne. C'est-à-dire que dans le film, on a évidemment beaucoup d'interactions entre les membres de cette famille, mais qui très souvent finissent par les éloigner encore plus. Et c'est pour cela que justement, on a cette architecture qui nous est montrée directement via un premier plan séquence, il me semble, à l'ouverture du film pour nous présenter les lieux. On nous présente déjà une division avec ce, ce lieu convivial que peut être le salon dans une maison, mais qui en soi est très peu présent dans l'ensemble. On n'y va que lorsque on y est obligé, ce qui pour moi est très intéressant. C'est un film qui parle de la famille véritablement comme quelque chose qui est sujette à énormément de problèmes et nous parle surtout de comment ce phénomène peut à la fois rassembler, puisque sans trop spoiler, il y a plusieurs membres de la famille qui vont se mettre d'accord chacun pour l'interprétation de cet esprit, mais qui peut aussi diviser. Et vraiment, comme je l'avais dit au début, c'est un film qui, moi, m'a beaucoup surpris dans ce ton, dans ces travelling qui, certes, font, comme lorsque tu l'as dit avec cette comparaison avec Hier, c'est un film qui a beaucoup moins de budget, on a beaucoup moins de FX, ils sont là, mais ils sont assez peu présents, mais qui via l'utilisation de toute une maison et pas simplement d'un simple plan fixe, arrive à beaucoup mieux parler de la famille. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, la famille n'est pas fixe. Et comme tu le dis, c'est travelling et tout, et cette architecture, dès le plan d'intro, on ne présente pas des personnages, on présente des pièces. Des pièces quasi vides, mais qui déjà, on voit bien comment elles vont être structurées, comment l'architecture du film va se construire autour de ces pièces-là. Et tu parles d'un salon où on est convoqué uniquement quand on est obligé. Non, on se force à y être. On est une famille, donc on doit se parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la famille doit, entre guillemets, se parler? Non, elle ne le veut pas. Toutes les discussions autour du canapé vont être uniquement des discussions très platoniques, très directes, que les punchlines, comment ça s'est passé aujourd'hui.
Pourquoi tu as fait ça? Comment? Uniquement des interrogatoires. Pas de vraie discussion, il y a toujours un fil rouge qu'on va devoir suivre. Et quand les boss, les managers, donc les parents, ne sont pas là, comment est-ce qu'on va s'approprier ce lieu pour vivre? Ben, on le prend pas. On reste séparés. Ou alors on le prend, mais on va zoner. On va uniquement déplacer nos tâches dans le salon pour de la place, recevoir un ami par exemple, faire ci, mais uniquement continuer de suivre une routine. Et le séparer de la cuisine, qui serait plutôt une arrière, une salle de repos, mais où on ne va jamais. Ou alors on ne va uniquement pour obtenir un état d'ébriété, parce qu'on n'y mange pas dans cette cuisine. On y travaille ou alors on y boit. Bah, je Pour te avoir rejoins ce moment de quand liberté que pourrait obtenir, je veux dire, des vacances ou la fin d'un travail. Ça fait se signer par un verre. Bah, je te rejoins. L'architecture de cette maison est très très bien utilisée. Et bah, Soderbergh a l'intelligence de d'utiliser ce fantôme vaguant à ses occupations, espionnant en quelque sorte les membres de cette famille, puisque on a beaucoup de plans dans le placard de la fille euh, pour l'observer et qui va être interprété de différentes façons par les personnages. On a toute une architecture visuelle qui se crée où on, on assiste à une rupture, on assiste à une cassure dans l'harmonie familiale. Et comme je disais avec le placard et justement l'obstination du fantôme à surtout filmer une pièce, c'est la chambre de la fille, on a tout au long du film un thème qui est récurrent et qui va peut-être nous faire passer en partie spoiler de, si tu as quelque chose à rajouter qui ne relève pas du spoiler, parce que il faut vraiment découvrir ce film, on a toujours cette question d'interprétation de à quoi on est face en soi. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette maison qui, qui est en train de protéger, de faire peur à ses membres. Et c'est en ça que, pour moi, le film est véritablement intéressant. C'est dans la cassure des codes d'un film d'horreur type Possession, bah, comme Conjuring que j'avais cité précédemment. Je suis d'accord. Mais au niveau des codes, je suis moins d'accord avec le fait que c'est un film de possession. Oui, oui, pardon. Plus de fantômes. Je dis Possession parce que on a l'esprit, mais je parle bien de fantômes. C'est juste que Oui, bah, je t'inquiète pas, m'embrouille avec les mais termes. après, évidemment qu'on va être dans les codes que le spectateur connaît, comme un Conjuring. Mais je suis moins en accord par rapport au genre. Pour moi, c'est davantage Oui, un drame. alors, moi, quand je l'ai vendu à un pote à moi, parce que je lui ai dit que c'était super, je lui ai dit, c'est pas un film d'horreur. C'est pas un film qui a pour but de faire peur, c'est juste que nous avons un esprit de type fantomatique qui est là à errer dans la maison, à parfois faire des actions. C'est en ça que ça ressemblerait à un film d'horreur, mais ça n'en est pas du tout, hein. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais oui, c'est vraiment comment un esprit va vraiment agencer des choses. Mais ici, il est vraiment secondaire. L'esprit, c'est Soderbergh, qui va tenter, via un avatar fantomatique, de modifier et d'aider vraiment cette Amérique qu'il aime. On sent qu'il aime cette communauté de gens qu'il va aider, mais que malheureusement, le film les condamne d'avance. On va être sur des codes, oui, qui ont été instaurés par, pas par Blumhouse, parce que maintenant ils sont en période de rédemption, mais les personnages vont être condamnés, mais comment ils vont l'être? Et comment se reconstruire par rapport à un deuil? Parce que oui, tu parlais de personnages qui vont s'allier ensemble pour l'idée de l'esprit ou pour l'idée de l'esprit. On a partie spoiler ou pas ici? Bah, lançons-la par, Ben, je vais partie ouvrir la spoiler. partie spoiler maintenant. L'esprit, dès le début, on nous le dit, c'est la meilleure amie de la fille qui est morte d'une overdose. Et le débat est ici de savoir si, oui ou non, on peut avoir de la peine pour cette gamine parce que elle a pris de la drogue, c'est pas bien. Et donc, il va y avoir la mère et le frère qui vont s'allier ensemble pour dire que bah, on n'a pas à aller être en dépression pour elle parce que ben, c'est de sa faute.
Et il y a le père et la fille qui vont être plus dans l'empathie. Et tu sens que c'est vraiment une perte qui les pèse. Et que oui, mais l'humain est plus important, l'âme est plus importante. Et l'autre sera la condition est plus importante. C'est un débat qui va faire rage durant tout le film jusqu'à une conclusion qui, personnellement, me déchire. Bah, on peut en parler de ces conclusions. Donc, Mais le du coup, il va fils de falloir parler d'un Lucie. personnage. Quoi? Mais du coup, il va falloir qu'on parle du personnage de Ryan. Hein. Bah, commençons. Bah, Ryan est un ado s- qui devient pote avec un gars qui a tué la meilleure amie de la protagoniste, Mais on ne puisque sait pas encore il qu'il est... l'a tué, on le sait vers la fin. Du coup. Oui, oui, on le sait vraiment à la fin, mais voilà, il les drogue, puis il les tue pour son propre plaisir personnel et sexuel, voilà. Et du coup, nous avons ce personnage qui, de prime abord, est assez casse-couille, puisque il n'est pas du tout en compassion pour sa sœur qui vient de perdre l'un des êtres les plus chers à sa vie. Et surtout, bah, il s'intéresse à des objectifs un peu plus artificiels qui sont d'être populaire, d'être bien vu, etc. Mais on a, comme tu l'as dit, il me semble, une rédemption de ce personnage-là qui, face à la réalité des choses, face justement à ce pote qui essaie de tuer sa sœur, bah, il va véritablement l'aider, pour la première fois dans ce film, l'aider à bah, ne pas mourir finalement. Donc, ce qui en fait un mec à un bon fond, comme le dit son père. C'est quelqu'un qui fait des mauvaises actions, mais qui, dans son moi profond, a vraiment une aptitude à pouvoir être gentil. Et ce fantôme qui assiste à la scène comme nous, puisque ce fantôme est une caméra, eh bien, on a cette conclusion qui montrant la mère beaucoup plus attachée au fils qu'à la fille, en train de voir à travers son miroir l'esprit prenant la forme de son fils. Et comme tu as dit, c'est une scène absolument déchirante où on comprend que cet esprit prend en quelque sorte la forme bah, comme tu me l'as dit en off, la forme d'un être qui nous est proche et qu'on vient de perdre. C'est assez beau en soi. C'est quelque chose de très touchant qu'on voit dans cette fin de film, je trouve. Oui, je suis en accord avec toi. Mais après, sur le bon fond, entre guillemets, du frère, c'est Oui, discutable parce que c'est un connard. À c'est la un fin, oui, connard, mais mais je pardonne pas ce qu'il a fait au vu de la fin. ah non. Mais la fin me Mais déchire quand même parce que ce sacrifice, c'est l'ultime saut rédempteur qu'il veut avoir, mais c'est peut-être tellement soudain. Il me déchire parce que c'est soudain. hmm, Jamais ça va être préparé, jamais il va avoir un geste tendre envers sa sœur, qu'il considère comme une conne, et il va d'ailleurs interdire à Ryan de lui parler. Mais à ce que tu dis, Ryan qui va essayer plusieurs fois de la droguer sans réussir, et qui à la fin réussit, et pendant son viol, se fait attaquer par le frère et le balance par la fenêtre. Mais ça montre aussi que la maison est si déterminée. On n'est pas dans une position mais de malédiction. Et grosso modo, le message qu'il envoie sur les femmes américaines est déchirant, même sur les femmes en général. Chaque maison est quittée par un viol et un meurtre. Et que là où on était instauré dans un circuit où globalement l'esprit est une personne victime, là l'esprit est la personne qui défend. Ça peut inspirer peut-être de l'espoir pour la suite que ces comportements horribles vont cesser, mais aussi la preuve que malheureusement le combat n'est jamais fini. bah, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est un combat qui est perpétuel. Le film s'ouvre et se clôt sur une scène très similaire, c'est-à-dire que nous avons un élève qui est dans une maison inhabitée, en train de d'errer sans vrai but, mais qui, à chaque fois, au contact d'une personne ayant perdu un être cher, prend forme de cet être. C'est, comme tu as dit, une sorte de fatalité de
ce lieu est toujours habité par des événements tragiques et, et ses habitants ont aussi vécu des choses tragiques avant même qu'ils n'y entrent. C'est un film. C'est c'est beau. C'est, j'ai du mal à poser des mots dessus, honnêtement. Mais, honnêtement, bah, le principe même de jouer avec ce jeu de perception de cet esprit-là et je trouve très fort et très pertinent vis-à-vis de toutes les productions sur les maisons hantées qu'on a pu voir précédemment au cours de ce siècle. C'est un film véritablement intelligent avec son propos. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, faire du genre, ben, c'est de plus en plus expérimenté, de plus en plus rallier un combat politique perdu d'avance, surtout aux US. Et c'est beau de voir des réals qui se battent actuellement. Effectivement, c'est très beau de voir que on a toujours des réalisateurs US qui se battent toujours pour dire les non-dits. Là, nous avons un film où une caméra se balade dans une maison pour montrer euh, un quotidien assez brisé. Une famille qui, comme je le dis depuis le début, de prime abord semble être super, etc. Mais qui en réalité est brisée. On parle d'une Amérique brisée en ce moment. On a Oui, présent, l'année mais dernière, plus que on a jamais eu. l'Amérique est brisée et plus que jamais Présence fait le Ah constat. mais, mais bien sûr. Mais là, là le cinéma américain est bon en ce moment puisqu'il nous montre cette Amérique brisée via beaucoup de productions qui en parlent. Même si tu ne l'aimes pas, Anora montre les non-dits d'une certaine Moi, j'aimerais bien savoir depuis Amérique. quand j'aime pas Anora, mais c'est pas grave. Ah, pardon, pardon. Mais Mais je me dis que c'était un pardon. film mid, mais sympathique. Ah, pour moi, tu ne l'aimes pas si tu dis que c'est mid, mais bref. Mais tu dis que c'est mid, mais pour moi, Anora le montre aussi en montrant cette Amérique fragmentée entre ceux qui vendent leur corps pour sortir Oui, un petit peu de la galère et les riches. Là, mais on après, nous Sean montre. Baker est vraiment passionnant sur cette thématique. Et Sean Baker, c'est le cinéaste de l'Amérique brisée. Mm, Mais pour moi, Soderbergh montrerait plus un propos plus proche de ce qui peut se faire ailleurs que un Baker. je suis d'accord avec toi, mais je peux pas tellement en parler puisque, comme moi, je connais pas si bien Sean Baker, je l'avoue, et Soderbergh non plus, même si, honnêtement, j'ai été conquis par ce film, comme vous avez pu le constater. Mais je trouve que c'est bien qu'on ait un petit peu d'espoir que on ait toujours des réalisateurs qui tiennent à montrer les non-dits de l'Amérique, qui sombre un petit peu plus dans le chaos chaque jour, comme on peut voir via l'élection de Donald Trump. On a besoin de cinéastes qui montrent ça, je trouve. Je ne sais pas si tu es d'accord. Bah, c'est beau et on pourrait finir là-dessus. On a besoin de cinéastes qui se Voilà. battent contre cet enfer qui devient l'Amérique. Contre cet enfer qui est Donald Trump surtout. Oui, Et Elon Musk. aussi. Je pense qu'on n'a pas grand chose à ajouter d'autre. Je sais pas si tu as des idées de trucs encore. Non, mais comme vous l'avez su, vous avez entendu, on est très touché par Présence, on est bouleversé par le film. Mhm. Et on vous laisse aller le voir. À la prochaine. Voilà, et surtout, voilà, à la prochaine. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, allez voir notre site sur lequel nous sommes toujours actifs. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Bisous. Bisous.